Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, on va voir une petite technique. J'ai essayé une petite technique pour voir si je pouvais faire des impressions encore plus robustes, encore plus solides. Puis, je vous explique un petit peu le contexte. Des fois, je crée des équerres comme c'est ici pour mes imprimantes ou des choses comme ça, je vous le montre ici. Et puis, je ne veux pas tout le temps les faire je veux pas tout le temps les acheter en métal parce que, un, ça coûte cher, puis deux, j'ai des imprimantes 3D, donc pourquoi pas les faire. Et puis, je les fais en PETG ou en polycarbonate. Le problème avec le polycarbonate, c'est qu'il se déforme énormément, puis c'est difficile de contrôler la rétraction. Puis, le PETG, lui, va beaucoup mieux, il y a moins de déformation. Puis, il est quand même facile à imprimer, plus que le polycarbonate. Puis aussi, on peut l'imprimer sur un plus grand nombre d'imprimantes. Fait que j'ai vu quelqu'un qui prenait des pièces de PETG, qui imprimait à 100%, qui le mettait dans le sel en poudre, et puis qui mettait ça au four. Et puis ce que ça fait, le sel compacté autour de la pièce. Alors, la pièce fond dans le sel ne se déforme pas, puis ça fait comme un moule. Le sel reste compacté, ne bouge pas parce qu'il est compressé. La pièce fond, fuit pas à travers le sel parce que le sel est fin. Puis c'est comme de la farine si on veut. Puis quand ça refroidit, la pièce, dans le fond, reste de la même forme. Alors je me suis dit, wow, ça a vraiment l'air intéressant. Moi qui aime faire des pièces robustes, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque j'ai une pièce, par exemple, comme celle-ci, alors ça, c'est un test d'extrudeur que j'ai fait. Alors, la pièce a été imprimée à plat comme ça ici. Donc, si je veux la briser comme ça, autrement dit, mon impression est comme ceci. Si je veux la briser comme ça me prend énormément de force. Mais si je veux la fendre sur la longueur, c'est-à-dire au niveau de l'épaisseur des couches, dans ce sens-là, fendre les couches en deux, ça prend à peu près moitié moins de force. Puis d'où viennent ces chiffres-là? C'est Stéphane de CNC Kitchen qui a fait des tests, puis il l'a essayé lui aussi là-dedans. Donc, j'ai pas fait des tests de résistance, j'ai pas fait des tests de force. Stéphane a fait des tests très complets. Il y a la machine pour ça, c'est fait la machine. Donc, c'est à peu près la moitié de force. Autrement dit, deux couches collées une par-dessus l'autre. Ça va prendre la moitié de force pour la séparer que de casser carrément une couche comme ça ici. D'accord? Donc, je me suis dit, je pourrais avoir des équerres qui sont solides, pareil, comme une pièce injectée dans le fond. J'ai dit, on va essayer ça. Donc, je vous dis ce que j'ai fait. Ça, c'est du sel que j'ai réduit à l'état de poudre dans un moulin à café. Alors, c'est du sel de table normal. On voit, il est à l'état de poudre. Puis, je l'ai passé dans un moulin à café par petite batch. Puis, je l'ai mis là-dedans en passant. Lorsque le sel est vraiment fin, dès qu'on le manipule, ça va dans les airs, ça va dans les voies respiratoires. Mettez un masque pour travailler avec le sel parce que sans ça, ça rentre dans les voies respiratoires, puis tout goûte le sel, puis ça ne doit pas être super bon non plus pour le système respiratoire. Puis aussi, s'il y a des choses qui peuvent s'oxyder autour, juste ça peut faire que ça va oxyder les pièces. Ici, la petite patule est en stainless, donc normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, j'ai réduit le sel à l'état de poudre, puis ça en prend surprenamment beaucoup. Ça a été quand même assez long. Et puis, ensuite de ça, j'ai pris ce petit four-là, qui en passant, c'est pas grave, c'est du sel, c'est rien de toxique. Puis, je me suis dit, on va faire ça là-dedans. Puis, j'ai fait plusieurs tests. Ils ne sont pas tous là, mais je vais vous montrer les tests les plus intéressants. Comment est-ce que je faisais pour monitorer la température du sel? C'est que j'ai pris une vieille carte contrôleur de Ender 3 avec son écran. Puis, j'ai branché une sonde de température dessus que j'ai mis du ruban après, du ruban qui résiste à des hautes températures, et je faisais juste le rentrer dans le sel. Alors, je le mettais dans le sel tandis que je compactais, puis il dépassait du four. Comme ça me permettait de superviser ou de monitorer du moins la température interne du sel. Donc, j'ai fait principalement des tests sur ces petites équerres-là. Je vais aller chercher mon pied à coulisses. Voici mon fidèle pied à coulisses. Et puis ici, j'ai fait comme deux batchs. Alors, il y en a qui sont mieux calibrés que d'autres, là. Mais normalement, je tourne à... j'essaie de le montrer dans le bon sens, là. Alors, 20 dans ce sens-là. Puis dans l'autre sens, ils sont supposés avoir 40. Donc, 20 par 40. Puis, mettons plus ou moins 0.1. On va se donner une bonne marge, là, plus ou moins 0.1. Puis, donc, je les ai essayés dans différents angles. Le premier que j'ai fait, j'ai fait monter à 220 degrés pendant 15 minutes. Et puis, je vais vous montrer de quoi la pièce a l'air. Alors, la pièce est complètement brûlée.
OK? Elle a quand même des bonnes proportions. Surprenamment. Elle a élargi un petit peu. Oups, c'est pas dans le bon sens. OK? Puis, sur la longueur, elle a un peu rapetissé. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que la pièce a fondu ici. Voyez-vous comment est-ce qu'elle est déformée? Donc, un côté était très belle et l'autre était complètement déformé. Donc, j'ai dit, peut-être que je l'ai trop fait cuire. Donc, j'en ai essayé un autre ici à 200 pendant 10 minutes. Alors, on voit qu'elle est pas mal mieux, celle-là ici. Voyez-vous l'effet sablonneux que ça fait, hein? Mais regardez, puis celle-là ici, je l'avais positionnée comme ça ici. Tandis que celle-là ici, je l'avais positionnée à plat comme ça, dans le sel. OK? Alors, c'était pas parfait. Donc, je l'ai essayé à 220 pendant 3 minutes et là, j'ai une belle pièce. Excusez-moi, à 200 pendant 3 minutes. Mais on voit ici, j'ai quand même quelques petites déformations. J'arrive-tu à les voir? Ici, sur ce côté-là, là, dans... Ouais, là, on les voit. Au niveau des dimensions, la pièce a élargi un petit peu, à peu près de 0,4. Ouais, sauf sur la longueur, elle est quand même très précise, là. Donc, 200 degrés pendant 3 minutes. Puis, j'ai pas eu beaucoup de déformation, j'en ai eu juste un peu. Je me suis aperçu que c'est tout le temps sur la partie du bas que j'ai une déformation. J'aurais pensé la partie du haut, mais non, c'est vraiment la partie du bas. Donc, je me suis dit, ben, pour une équerre, si je le mets à 200 ou 190 pendant 2-3 minutes, ça va faire le travail, la pièce va être très résistante, puis on voit plus les traces d'impression, là, elle est rendue vraiment, c'est une pièce unique, puis elle est vraiment résistante. Donc, je ne serais pas capable de la casser à la main, tandis qu'une pièce imprimée, ouais, je suis capable de la casser à la main, elle. Voyez-vous, elle a cassé ici, au milieu. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, là. Tandis que si je mets la même force, ou même plus sur une pièce, j'arrive pas à le casser. Donc, la pièce est définitivement plus solide. Puis celle-là ici, elle n'a même pas cassé dans le sens des couches. Elle a cassé en plein milieu. Voyez-vous? Donc, ça fait des pièces vraiment plus solides. Je me suis dit, c'est bien, sauf que j'ai une légère déformation. Donc, pour les pièces précises, c'est moins l'idéal. J'ai imprimé ça ici. Alors, la pièce n'a pas été modifiée, elle sort comme ça de l'imprimante. Dans le fond, c'est toujours en PETG. Alors, c'est une vis avec 2 écrous puis une rondelle. Puis, j'ai fait le même traitement. Je l'ai mis dans le sel. J'ai bien compacté autour. La pièce ne s'est pas trop déformée. OK? C'est juste que la pièce est tellement rugueuse que j'ai de la misère à le visser. Alors, il faudrait que je la sable pour que ça fonctionne bien. Ça fait énormément de friction. Si je prends l'écrou et je la visse après la vis normale, ça fonctionne quand même bien. On voit qu'elle est un petit peu plus serrée, mais je suis capable de la visser quand même. Donc, pour les écrous, c'est vraiment bien parce que les écrous vont être beaucoup plus solides, mais les vis, souvent, je vais les imprimer comme ça. C'est eux qui vont casser. Donc, c'est ça. Puis, si je prends l'écrou qui n'a pas été traité, puis je le mets après la vis qui l'a été, vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Voyez-vous, elle coince là. Donc, les pièces sont portées à expandre un petit peu, okay? à grossir un petit peu. Je me suis dit, OK, alors je ne peux pas faire des pièces de précision avec ça, mais je peux faire des pièces robustes. Je peux peut-être fusionner des pièces. Alors ici, j'ai pris deux équerres comme ça que j'ai mis comme ça. OK? À vrai dire, je les ai collés avant avec un petit peu de Crazy Glue, de la colle cyanoacrylate ou de la super glue. Je les ai collés comme ça ici. OK? Et je l'ai mis dans le four. Puis, les pièces ont fusionné parfaitement ensemble. C'est vraiment bien pris après, là, les pièces ont fusionné. Mais regardez, j'ai eu de la déformation. J'ai peut-être mis trop longtemps, j'aurais peut-être pu le laisser moins longtemps. Mais les pièces sont vraiment bien fusionnées ensemble, là. En passant, j'avais mis juste 2 petites gouttes aux extrémités, là, à l'extérieur. Puis, ben, c'est ça. Alors, ça a fonctionné pour fusionner 2 pièces, mais j'ai encore des problèmes de déformation
qui perdure. J'ai essayé des cubes. Alors ça, c'est le premier cube que j'ai essayé. Je l'ai mis pendant 3 minutes à 200 degrés. Alors j'avais mal compacté mon sel. Voyez-vous, alors le sel a coulé. La pièce était comme ça. Le PG a coulé vers le bas. J'en ai essayé un autre que j'ai mis moins longtemps. Puis ça l'a coulé vers le bas. Mais il y a de quoi d'intéressant. Le cube avait exactement 20 par 20. Et là, si je prends ma mesure ici, la pièce, elle a rapetissé un petit peu parce que le PG a coulé. Attendez, il est mal placé. Là. Comme ceci. Voyez-vous? Puis sur la longueur, ben là, c'est difficile à prendre parce que j'ai une grosse bavure en dessous. Donc, je m'étais dit, je pourrais peut-être faire des petits engrenages comme celui-là ici pour mettre après, mais la pièce va se déformer, puis l'engrenage va être extrêmement rugueuse. Donc, c'est quoi ma conclusion sur est-ce que je devrais traiter les pièces au sel ou à la chaleur? Je pense que ça peut avoir du bien, que ce soit du PETG ou du PLA, pas pour des pièces de précision, mais vraiment des pièces de résistance, on va dire. Là. Par exemple, comme un équerre, on ne le met pas longtemps, juste assez pour que ça fonde au complet. C'est quand même du trouble dans le sens qu'il faut que je compacte mon sel. Puis là, je me suis aperçu aussi que j'en ai pas assez épais. C'est que ça chauffe trop en dessous, mais trop sur le dessus, puis pas assez sur les côtés. Ça chauffe trop par en dessous. Donc, d'après moi, c'est pour ça que ma pièce fond beaucoup par en dessous, parce que j'avais vraiment bien compacté mon sel. J'aurais besoin de plus épais de sel, puis un plus gros volume de sel. Donc, dans un plus gros volume, la chaleur serait distribuée plus également. Pour des équerres comme ça fait bien parce que même si j'ai une différence de 0.3 ou 0.4 à la limite, même un demi-millimètre, ça le ferait, là. Ça ferait des pièces résistantes. Est-ce que ça vaut la peine? Peut-être, mais pour la majorité des pièces qu'on fait, je ne crois pas que tout le trouble que ça demande de porter le masque, la poussière que ça fait, puis ça fait de la cochonnerie, puis après je suis obligé de nettoyer les mains parce qu'il ne faut pas que je me frotte les yeux avec ça, parce que je vais avoir du sel dans les yeux. Puis vous voyez, là, dès qu'on y touche, ça s'envole. Ben là, je ne sais pas si on le voit ici, mais il y en a après. Je vais être obligé de me laver les mains parce que ça... C'est ça, puis si je me gratte la tête, ça chauffe le fond de la tête, c'est du sel. Je trouve que c'est beaucoup de trouble pour ce que ça donne. Il y a moyen d'imprimer des pièces, dépendamment de comment est-ce qu'ils vont forcer, d'optimiser la position sur le bed. Ou bien, ce que vous faites, vous imprimez par exemple du PETG beaucoup plus lentement, à des températures plus élevées. Normalement, on imprime le PETG autour de 240-245. Alors, vous l'imprimez à 250, mais plus lentement, et pas de ventilation. C'est-à-dire vous le laissez refroidir naturellement. Du fait qu'il va sortir beaucoup plus chaud, il va réchauffer la couche en dessous et va avoir une meilleure fusion. Si vous voulez absolument les traiter au sel comme ça ici, là, la pièce devient rugueuse premièrement. Ça, c'est pas si pire. Mais assurez-vous de vraiment beaucoup compacter. Moi, je compactais, je mettais un genre de gros disque sur le dessus, puis au fur et à mesure que je le mettais dans le sel, je tapais le sel autour, c'était beaucoup de trouble, là. Puis après, des fois, il faut enlever les motons du sel, parce que ça fait des motons, il faut le casser quand c'est bien compacté. Alors, tout ça, puis bon, l'humidité, c'est pas un problème, parce que quand on le chauffe, il faut le déshumidifier avant. Donc, souvent, moi, on le fait réchauffer un petit peu avant, puis on est sûr que l'humidité est partie, puis je le mets quand le sel est à peu près à 50 degrés dedans, donc ça ne brûle pas les doigts, puis ça permet de bien le positionner, puis je trouvais que ça se compactait mieux quand on était certain qu'il n'y avait pas d'humidité. Mais c'est quand même beaucoup de trouble. Puis, c'est pas long, une fois que c'est dans le four, ça prend à peu près une demi-heure, parce que la température monte, mais encore là, ça dépend de votre volume de sel. Donc, je pense que si on imprime à des températures un petit peu plus élevées, on imprime un petit peu plus lentement, on fait attention aux aplomb, c'est-à-dire le overhang, excusez-moi, quand le filament n'est pas supporté, où je mets des supports. Bref, il y a d'autres moyens de faire que ça, que de salir tout ce qui est autour, puis avoir à chauffer, surtout l'été quand il fait chaud dans la maison, ça peut être désagréable. L'hiver, c'est pas si pire, là, mais avec l'été qui s'en vient, ça va être tannant de mettre un petit four à 200 degrés à côté du bureau. Puis il faut pouvoir trouver un moyen de surveiller la température. Là, j'avais une carte de Ender avec un écran d'Ender, donc c'était pas trop pire, mais pas l'avoir eu. Il aurait fallu que je plante un thermomètre de temps en temps. Puis quand le sel est bien compacté, puis je plante mon thermomètre, ça fait comme tout casser le sel, puis là, j'aurais pu accrocher ma pièce. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de trouble. Ce que je recommande que vous le fassiez, vous pouvez l'essayer si vous voulez, si vous avez le goût de l'essayer, mais je ne pense pas que c'est essentiel. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire des pièces très, très résistantes sans perdre de la précision, parce que là, c'est sûr que je perds de la précision. Donc, c'est mon review pour le test de sel. Ça fait quand même plusieurs mois
que j'ai fait des tests avec ça. J'en ai fait encore d'autres récemment. Ça, c'est juste les tests récents, là. Puis, c'est ça, je voulais vous partager mon expérience avec ça. Alors, je remercie beaucoup les supporters de la chaîne qui sont ici. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.